Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors dans cette vidéo, pas de leçon de japonais. La leçon de japonais, il y en a une normalement de prévue à la fin de la semaine. Donc soyez un peu patients et à ce moment-là, eh bien, je parlerai sûrement à la fois en japonais et en français, puisque vous avez bien aimé sur la dernière vidéo quand je faisais ça. Certains préfèrent les sous-titres, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup plus de temps de faire les sous-titres. Je ferai des sous-titres de temps en temps quand j'ai le temps, mais sinon ce sera plutôt, on va dire, japonais puis français. Mais c'est intéressant aussi, je pense, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Je vais répondre à une question qui m'est souvent posée sur les réseaux sociaux. C'est comment est-ce que j'ai trouvé un travail au Japon? Comment je me suis installé au Japon, voilà. Bon, surtout comment j'ai trouvé un travail au Japon, c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Alors, ce que je vais dire, c'est valable pour moi, c'est mon expérience. Ça va être peut-être intéressant et vous aider, mais ça va varier d'une personne à une autre, en fonction de votre personnalité, de votre cursus, de ce que vous aimez ou pas. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous donne mon expérience. Donc ça fait 8 ans que j'habite au Japon, et au début j'étais étudiant. Mes 2 premières années au Japon, en fait, j'étais en échange universitaire. Après ma licence d'histoire validée à Nancy, à la fac de Nancy, eh bien, je suis parti en échange universitaire pendant 2 ans. Et donc, c'est là vraiment que j'ai appris le japonais. J'avais des cours de japonais tous les jours. Vraiment, c'était très, très intensif. Et à ce moment-là, j'ai voulu continuer dans cette voie du japonais. Après 2 premières et superbes années au Japon, hein, où j'étais étudiant, donc j'avais pas forcément toute la pression du travail, hein, j'étais dans un cadre propice à l'apprentissage. Et donc du coup, eh bien, j'ai beaucoup progressé pendant ces 2 années-là et j'ai voulu continuer l'apprentissage du japonais. Donc quand je suis rentré en France, après mes 2 premières années au Japon, au lieu d'aller en master d'histoire, ce qui aurait été plutôt logique par rapport à ma formation initiale, eh bien je suis parti en master de japonais. À Paris 7. Oui, j'ai monté des dossiers et j'ai été sélectionné directement en première année de master, en M1. Donc maîtrise, hein, ça s'appelait la maîtrise avant, et donc à Paris, parce que dans ma fac à Nancy, évidemment, il n'y avait pas de japonais. Alors, c'était génial, bon vraiment j'ai bien progressé aussi à Paris en japonais, mais après tout ça, bon c'était très littéraire. J'avais fait de l'histoire, j'avais fait du japonais, j'avais validé ma maîtrise, hein. Et puis après tout ça, il me fallait autre chose. Surtout que je voulais, et ça depuis tout petit, c'était mon rêve, sûrement pour beaucoup d'entre vous aussi, de vivre et de travailler au Japon. Mais alors travailler au Japon, quand on connaît un peu le milieu des entreprises, on sait que c'est très concurrentiel, eh bien il me fallait une autre discipline, hein. Il me fallait faire voilà, du management, quelque chose de moins littéraire, peut-être un petit peu moins agréable on va dire, parce que moi je suis quand même très littéraire dans ma façon d'être, mais bon, c'est important aussi de s'adapter aux entreprises, en tout cas c'est ce que j'ai vraiment pensé à ce moment-là, et donc j'ai choisi de faire un master de gestion. Notamment, il y en avait un, j'ai postulé, j'ai été pris à Rennes, à l'université de Rennes, qui s'appelle le CFJM. Donc je vous conseille de chercher si ça vous intéresse. Le CFJM, c'est le Centre franco-japonais de management. C'est unique en France, c'est une formation de gestion avec des cours de japonais et avec un stage au Japon. Alors le truc c'est que bon moi j'ai fait cette formation là après ma maîtrise de japonais, je suis parti à Rennes, j'ai fait ce master de gestion, mais mon stage j'ai pas pu le faire au Japon, c'était en 2011, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu Fukushima, la fac de Rennes, l'université de Rennes nous a demandé de revenir en France. Et donc j'ai fait mon stage à la place à Canon, mais à Paris. Oui, l'entreprise Canon, les caméras, moi c'était plutôt la section imprimante. Mais voilà, j'ai fait ça chez Canon, un stage de 6 mois, hein, pour valider pour faire mon rapport de stage, valider comment ça s'appelle, mon master, hein, mon MAE, voilà, Master Administration des Entreprises, ça s'appelle. Mon master de gestion. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai tout ce qu'il me faut dans le sac, hein, j'ai tous les diplômes requis, hein, et puis je suis parti au Japon avec tout ça. Mais, je me suis rendu compte que même avec un diplôme, c'est pas évident du tout. D'ailleurs, je suis persuadé maintenant que même sans diplôme, ou alors avec par exemple des compétences très spécifiques, par exemple si vous êtes chef cuistot, cuisinier, si vous êtes cuisinier, je suis persuadé que c'est beaucoup plus facile pour vous de trouver un travail, d'être embauché dans un restaurant au Japon. Pour moi, voilà, j'avais fait plein de choses,
Moi j'avais réussi ce que j'avais fait, mais bon, j'avais pas vraiment la spécificité, on va dire, le truc spécifique qui allait faire que ça allait être moi qu'ils allaient m'embaucher, quoi. J'avais un cursus quand même assez général, on va dire. Au littéraire à la base d'ailleurs. Mais bon, je parlais déjà japonais, et ça je peux vous dire, si vous voulez trouver du travail au Japon, hein, faut pas se leurrer, faut parler japonais. Voilà, faut parler japonais, et faut savoir lire japonais. Écrire aussi dans une moindre mesure, mais bon, au moins parler, quoi. Sinon vraiment c'est très dur de trouver du travail au Japon. Ça, je sais qu'il y en a peut-être qui trouvent du travail sans parler japonais, mais mon avis c'est très rare, très rare. Donc bossez bien votre japonais si vous êtes motivé pour travailler au Japon, pour vivre au Japon, c'est super important. Puis en plus, voilà, vous allez dans un pays étranger, le Japon, si vous aimez le Japon, il faut apprendre la langue, quoi. Ça me paraît évident, ça fait partie de la culture. Voilà, puis pour faire des amis, pour construire une famille, il faut parler la langue. Il n'y a pas de secret. Au Japon, c'est pas forcément la société la plus ouverte en termes de marché du travail. Donc c'était pas évident. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher en fait du travail comme le faisaient les étudiants japonais. Faut savoir que les étudiants japonais commencent à chercher du travail à partir de leur 3e année. Ils ont 4 ans pour leur licence et ils commencent à chercher du boulot 1 an et demi à peu près avant d'avoir leur diplôme. Commence à chercher du travail avant même d'avoir validé le diplôme. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc j'ai fait un peu comme ces étudiants-là, japonais, et je suis allé au forum d'entreprise, aux nombreux forums d'entreprise qui sont organisés chaque année, où il y a plein d'entreprises qui présentent, petites, moyennes, grandes, leur business, qui présentent ce qu'elles font, et puis les différents postes à pourvoir. Mais bon, j'étais mis au même pied d'égalité que les Japonais, à un certain niveau, parce que j'étais avec tout le monde, il y avait que des Japonais pratiquement, hein, il n'y avait pas presque pas ou pas d'étrangers. Ça c'était peut-être... bon, comment on va dire, bon, que je puisse faire la même recherche de travail, c'est bien. Par contre, les entreprises ne me cherchaient pas, quoi. Donc, recherchaient pas un profil étranger, cherchaient des Japonais. Donc forcément, comme j'étais pas là où les entreprises cherchaient des étrangers, eh bien, voilà, c'était très difficile. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. En plus, j'étais en costard-cravate au milieu de la masse d'étudiants japonais. C'était pas forcément agréable et c'était un petit peu stressant, j'avoue. Même si je parlais déjà bien japonais, bon, c'était pas évident. Donc j'ai arrêté de chercher du travail comme ça, de faire comme les Japonais, et je me suis dit, bon, au lieu de faire comme les Japonais, vaut mieux mettre en valeur, en fait, parce qu'on veut toujours devenir comme les Japonais. Enfin, ça peut arriver qu'on se dise, bon, je veux vraiment perfectionner mon japonais, devenir comme un japonais, et tout, mais c'est pas une bonne solution, en fait. Il faut savoir aussi mettre en avant sa différence. Ces différences. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans un deuxième temps, en cherchant du travail différemment. Pas comme les Japonais, justement, mais plutôt à ma manière, entre guillemets. J'ai essayé de faire jouer mon réseau. Parce que le problème, c'est qu'au Japon, si t'as pas de Japonais pour dire bien à l'entreprise que t'es quelqu'un de confiance, qu'elle te connaît, etc., eh bien, les entreprises, elles ont du mal à t'embaucher. Elles ont peur, elles sont frileuses, les entreprises japonaises. Le marché est pas très ouvert. Il y a quelques grandes entreprises japonaises qui embauchent, j'imagine, des étrangers régulièrement, mais la plupart des boîtes japonaises, elles n'embauchent pas d'étrangers à la base. Donc il faut vraiment nous faire un effort beaucoup plus important pour essayer de trouver du travail. Donc j'ai demandé autour de moi s'il y a des personnes qui pouvaient m'aider, voilà, essayer d'utiliser un peu mon réseau de connaissances, même s'il était très limité, hein, voilà, faut se dire les vérités en face. Mais bon, ça a fini par marcher, ça a fini par payer, parce que j'avais dans mon entourage à ce moment-là quelqu'un qui justement travaillait dans une entreprise de recrutement, où il faisait du recrutement justement, il faisait du recrutement pour d'autres entreprises, hein. Donc cette personne-là servait d'intermédiaire entre les employés, donc enfin les futurs employés, puis les boîtes, et lui il m'a trouvé du travail, et comme je cherchais principalement du travail à Shizuoka, puisque ma femme, on n'était pas encore mariés à cette époque-là, mais ma femme était donc à Shizuoka, elle avait déjà son travail, et je voulais pas qu'elle arrête son travail pour me suivre à Tokyo, dans une autre ville, ça aurait été risqué, donc c'est plutôt moi qui me suis adapté, parce qu'elle travaillait déjà.
Et donc, je voulais principalement trouver à Shizuoka. J'ai quand même cherché à Tokyo aussi, parce que me limiter seulement à Shizuoka, c'était très dur. Mais j'ai réussi, un peu par chance aussi, je l'avoue, par trouver un job qui avait rien à voir avec mes compétences, mais j'ai trouvé quand même un job à Shizuoka. Un premier travail en tant que salarié japonais dans une toute petite boîte. Alors une toute petite boîte, pardon. On vendait des suppléments alimentaires, minéraux, vitamines, tout ça, aux cliniques et aux hôpitaux du Japon. Mais c'est une toute petite boîte, hein. Et on me demandait vraiment de faire un travail de japonais, c'est-à-dire j'avais pas un travail spécifique au fait que je sois étranger. J'utilisais pas le français, j'utilisais pas non plus l'anglais, tout était en japonais. C'était très dur, c'était vraiment très dur cette première expérience de travail que j'ai réussi à trouver donc en faisant je peux jouer mes relations. C'était une très bonne première expérience, j'étais prêt à faire vraiment un travail même qui me plaisait pas forcément, parce que je voulais déjà cumuler de l'expérience, c'était pour moi le plus important, et apprendre à travailler avec les japonais. Mais c'était très dur, parce que vraiment, au niveau du management, eh bien, c'est très différent de la France. Il y a ce respect de la hiérarchie, c'est un petit peu, comment dire, katai en japonais, c'est-à-dire un peu dur, un peu strict, ouais, strict, très strict même, par moment. Et bon, bah, cette ambiance de travail était très lourde, très pesante, il y avait beaucoup de pression. C'est très différent des 2 premières années que j'avais passées au Japon en tant qu'étudiant, où là tout était rose bonbon, c'était le paradis. Là non, c'était vraiment quand on commence à travailler, c'est là qu'on s'aperçoit un peu de certains revers de la société. C'est pour ça que je le dis et répète, si vous voulez travailler au Japon, va falloir être fort, va falloir prendre sur vous. Je vous encourage quand même, évidemment, c'est pas impossible. Je vous encourage, mais voilà, il faut que vous sachiez psychologiquement que ça va être dur. C'est des règles vraiment internes aux boîtes japonaises. Mais vraiment, c'est une micro-société à l'intérieur de la société japonaise. Et j'étais pas du tout habitué à ça. J'étais pas du tout préparé. Ça a été très difficile, notamment parce que mon supérieur, j'étais dans une toute petite boîte, j'étais le seul étranger, et mon supérieur hiérarchique n'avait pas l'habitude de traiter avec des étrangers, il ne savait pas ce que j'étais, ce que je représentais en tant que français. Je faisais énormément d'efforts pour m'adapter à la culture japonaise. Ça, c'est clair, mais vraiment, toute ma capacité d'adaptation à la culture japonaise, j'étais à fond, quoi. Je faisais vraiment mon maximum, mais ce n'était jamais assez. Parce que lui, mon supérieur, voulait que je fasse un travail de japonais. Voilà, c'était pas un travail pour moi en tant que français, c'était un travail de japonais, avant tout. Alors, il partait du principe que le fait que je sois français, bon, ça ne changeait rien au fait qu'il fallait que je fasse la même chose que tout le monde et que je fasse de la même manière. Ça peut paraître bien dans un premier temps parce qu'on se dit bon on est mis sur un pied d'égalité, mais d'un autre côté bon bah s'il prend pas en compte le fait quand même qu'on a une dimension culturelle différente et que ça peut apporter un plus d'ailleurs à l'entreprise, lui il le voyait pas comme ça et c'était très dur, je faisais jamais les choses assez bien, voilà, je faisais jamais les choses assez bien, j'étais critiqué tout le temps. Les autres employés étaient toujours meilleurs, etc. Bon, j'en ai vraiment eu marre. Au début parce que bon bah j'étais content d'avoir ce boulot là, je faisais vraiment mon maximum, je prenais sur moi. Il y a des moments j'allais aux toilettes. Je leur disais je vais aux toilettes et j'y allais pas pour faire mes besoins quoi. J'y allais pour chialer. Et pourtant c'est pas mon genre de pleurer, mais j'avais une pression tellement forte par moment, des fois j'en pouvais plus quoi, et je voulais absolument pas pleurer devant eux, alors ça surtout pas. Donc j'allais aux toilettes et je pleurais à chaudes larmes, là le stress, j'évacuais un peu le stress et après je séchais les larmes et je repartais au boulot, je repartais de l'avant. Voilà, c'était vraiment une grosse pression. Alors au bout de 6 mois j'ai décidé d'arrêter ça. J'étais de chercher un autre travail, parce que je me suis dit c'est pas possible. Je pense que j'avais vraiment donné le maximum de moi. Alors je regrette pas cette première expérience parce que ça m'a vraiment consolidé. Et je pense que dans ma deuxième expérience de travail, dans la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ça s'est du coup beaucoup mieux passé. Parce que j'avais des attentes qui étaient bien différentes. Et j'avais déjà un peu pris l'habitude de la façon de travailler à la japonaise. Quelques mois après avoir arrêté le premier, j'ai trouvé un autre boulot dans une agence immobilière. Et là c'était très différent parce que le boss,
Et lui, je l'ai trouvé, ce travail-là, parce que j'ai un ami qui était ami avec ce chef d'entreprise, qui a une petite boîte avec une cinquantaine d'employés sur Shizuoka, qui était prêt à m'embaucher, et qui était très ouvert d'esprit. Vraiment, lui, pas du tout la même ambiance et la même mentalité que dans la première entreprise. Là, lui, il était très ouvert. C'est beaucoup plus intéressant en termes de contenu de travail, parce que là, j'avais vraiment un travail qui m'était destiné, qui me plaisait, et je m'entendais bien avec mes comment dire, mes collègues de travail, avec qui j'étais pas mis en concurrence directe parce que je faisais quelque chose de différent. Voilà, je vais pas raconter en détail ce que je faisais, mais c'était du marketing. J'organisais des soirées, j'essayais de réunir des personnes. Enfin voilà, c'était de l'organisationnel marketing. Donc j'ai fait ça, c'est pendant 1 an à peu près. Pendant 1 an. Et là vraiment ça m'a plu en termes de travail, en termes de contenu. Par contre les horaires de boulot, mais un truc de malade. Là, je commençais à 8h30, mais c'était pire que dans la première boîte. Je commençais à 8h30 et je finissais mais 9h, 10h. Enfin, ça dépendait des fois je finissais plus tôt, des fois plus tard, mais c'était pas rare que je finisse à 9h, voire plus, quoi. 10h, etc. Et vraiment, là, c'était dur. En termes d'heures, hein, en termes d'heures. Le contenu, vraiment top. Alors, on peut pas tout avoir, vous allez me dire. Donc dans le premier cas, c'était en termes de contenu moins bien, mais j'avais de meilleurs horaires, deuxième travail. Meilleur contenu, mais les horaires, non. Voilà, et puis bon bah après 1 an, j'avais fait un petit peu le tour, et puis je sentais que pour évoluer, je le sentais dans l'entreprise, dans cette atmosphère d'entreprise, que pour évoluer, il fallait que je me lance. D'ailleurs, mon boss de cette époque-là, il a toujours dit à ses employés que il faut que vous ayez une mentalité d'entrepreneur. C'était la mentalité de l'entreprise en question. Et moi j'avais vraiment cette mentalité là, mais je m'en suis aperçu qu'après. Parce qu'au début je m'imaginais pas lancer mon propre business. Et puis donc après une expérience de 6 mois, première, une autre expérience d'1 an, eh bien je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais lancer ma petite entreprise, hein, qui ne connaît pas la crise, comme vous connaissez la chanson, et j'ai lancé une école de langue. Parce que j'ai toujours été passionné de langue vivante, voilà, que ce soit pour le japonais ou même pour enseigner le français, puisque ça m'arrivait d'enseigner le français de temps en temps. Et puis donc vraiment l'apprentissage de la langue, l'enseignement de la langue, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais des cours aussi de japonais maintenant, sur la chaîne. Et donc, je me suis dit, allez, je vais lancer une petite école de langue à Shizuoka, la ville dans laquelle j'habite. Alors, je vous avoue que c'était très dur au début, hein, parce que pour trouver des élèves en français, alors je donne des cours aussi d'anglais de temps en temps, parce que le français seulement, c'est très dur de vivre que du français, hein, je vous le dis tout de suite. Peut-être plus facile à Tokyo ou à Osaka, je sais pas, dans les grandes villes sûrement, mais en tout cas à Shizuoka, vu que c'est quand même une ville relativement petite, il y a quand même 700 000 habitants, mais bon, voilà, il y a beaucoup moins d'élèves en français, hein, faut pas se voiler la face, qu'en anglais ou peut-être en chinois ou coréen, je sais pas. Donc j'ai lancé une petite école de langue, qui me permet aujourd'hui de vivre, mais je vous avoue que j'ai un tout petit salaire, hein. Faut pas rêver non plus, voilà, je vous l'ai dit plusieurs fois, faut pas rêver non plus, c'est important, faut pas non plus se faire des montagnes, voilà, c'est pas facile, mais j'ai le mérite, on va dire, d'être à mon compte, donc je suis pas malheureux, parce que je suis à mon compte, et que ces 2 premières expériences, en tant que salarié, m'ont prouvé vraiment que ça me plaisait pas. Le fait d'être salarié, le fait d'avoir surtout un patron, toujours qui check, qui vérifie ce que tu fais, etc., qui fait des commentaires, machin. Bon bah moi j'aime bien être autonome, on va dire, et donc c'était plus dans mes cordes, dans ma personnalité, de lancer mon propre business. Alors ça a pas été facile, parce qu'au début il fallait trouver des élèves, ensuite faut faire la promotion de l'école, faut faire les classes, après faut faire la comptabilité. En fait on a plein de casquettes différentes, hein, comme moi, quand on est entrepreneur, mais c'est vrai que le métier d'entrepreneur c'est quelque chose qui me va bien, je pense. Donc aujourd'hui je suis entrepreneur. Voilà comment j'ai trouvé mon travail. J'ai fait deux différents boulots en tant qu'employé salariman, avec le costard cravate, hein, comme vous pouvez l'imaginer, et sans la casquette, évidemment, à ce moment-là. Et puis bah ça a été une très bonne expérience, ça m'a apporté quelque chose, ça a été vraiment dur à certains moments,
Mais j'ai la capacité, je le sais, à me relever des difficultés quand j'ai des problèmes. J'ai cette capacité à me relever, cette capacité d'adaptation. Je pense qu'elle est super importante si vous voulez trouver du travail au Japon. Et donc au final, bah, j'ai lancé ma propre entreprise. Voilà, toute petite entreprise. Mais bon, on va dire que pour l'instant, ça va relativement correctement. J'attends pas de tout d'avoir un gros salaire de ça, mais on va dire que j'arrive à en vivre en faisant attention à mes dépenses, évidemment. On verra bien ce que je ferai dans quelques années, parce que je pense que je peux tout à fait faire autre chose. Je suis toujours en train de réfléchir à de nouvelles idées, etc. Voilà. Voilà pour mon expérience, hein. C'est mon expérience, comme je vous l'ai dit, c'est valable pour moi. Je sais pas si ça sera valable pour vous, mais bon, c'est toujours bon à prendre, on va dire. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez des pouces vers le haut si vous avez apprécié en tout cas. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Une nouvelle leçon de japonais arrive à la fin de la semaine normalement. Voilà, abonnez-vous donc si vous découvrez la chaîne, le Japon Foufoufou. Et puis moi je vous dis le mot de la fin comme d'habitude, matane!